Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 8, les pieuvres extraterrestres. Une nouvelle théorie scientifique suggère que les pieuvres sont des extraterrestres venus sur Terre et dont les œufs ont été cryogénisés. Oui, je sais, la théorie a l'air farfelue comme ça, mais attendez, tout va prendre sens. Selon certains, les œufs de calmar et de pieuvre seraient arrivés sur notre planète il y a des millions d'années dans des objets célestes glacés. La pieuvre et les céphalopodes qui lui sont apparentés étant si étranges, ceci expliquerait peut-être cela. Le problème avec ces créatures est que les scientifiques n'ont jamais été en mesure d'expliquer comment elles sont apparues soudainement sur notre planète il y a 270 millions d'années. Ils n'ont pas d'histoire antérieure à cette période et ne semblent même pas avoir évolué à partir de quoi que ce soit que nous ayons pu trouver. Ils sont mous et spongieux et il est extrêmement difficile de leur trouver des ancêtres communs. S'il y en a d'ailleurs. Alors, d'où vient-il? Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils sont simplement apparus et vivent dans nos océans depuis lors. Des scientifiques de l'Université de Chicago et de l'Institut des sciences et technologies d'Okinawa, au Japon, ont uni leurs forces pour étudier leur ADN. Ils ont découvert que les pieuvres possèdent 33 000 gènes, soit environ 10 000 de plus qu'un être humain. Et selon les propres paroles des chercheurs, la pieuvre est sans aucun doute la créature la plus extraterrestre que nous ayons sur notre planète. Et elle est d'une intelligence déconcertante. Elle peut résoudre des énigmes, utiliser des outils et se révèle être une extraordinaire spécialiste de l'évasion. Son système nerveux, son cerveau et ses yeux, ainsi que ses capacités quasi paranormales, lui confèrent une avance considérable sur l'échelle de l'évolution. Leurs tentacules et leurs ventouses peuvent penser par elles-mêmes, et elles rêvent même lorsqu'elles dorment. Et je vous avoue que j'aimerais bien savoir de quoi rêve une pieuvre. Car la majorité de leurs neurones se trouvent dans leurs tentacules et leurs ventouses, et non dans leur cerveau. Ils sont donc aussi proches d'une intelligence extraterrestre que ce que les scientifiques ont pu trouver sur Terre. Mais cette théorie, plutôt radicale, de la pieuvre venue de l'espace a été proposée par 33 scientifiques participant à une nouvelle étude. Ils ont suggéré que les pieuvres sont arrivées sur Terre par panspermie. Cela signifie que leurs œufs ont pris place sur des comètes et des astéroïdes gelés qui ont explosé sur notre atmosphère ou qui ont atterri dans nos océans. Il s'agit d'une étude très importante publiée dans la prestigieuse revue Progress in Biophysics and Molecular Biology. Et les scientifiques vont même jusqu'à suggérer que les pieuvres ne sont d'ailleurs pas les seuls à être arrivés sur Terre en provenance d'un autre endroit de l'univers. L'explosion cambrienne, dans son ensemble, pourrait avoir pris naissance dans les étoiles. Des comètes et des astéroïdes ont bombardé la Terre, transportant avec eux des molécules organiques provenant d'autres mondes. Ces molécules pourraient être à l'origine de la première forme de vie sur la planète. Puis, sans lien avec l'explosion cambrienne, il y a 500 millions d'années, les pieuvres seraient arrivées en mode VIP sur leur propre comète. Ce qui serait plutôt logique, car ils semblent être très en avance sur le chemin de l'évolution depuis un monde qui n'est pas le nôtre. Elles n'ont pas vraiment d'ancêtres évidents, leur physiologie ne correspond à celle d'aucune autre créature vivante, et en toute honnêteté, elles sont des aberrations sur cette planète. Peut-être sont-elles réellement arrivées sur Terre à bord d'un astéroïde, mais, pour l'instant, personne ne peut l'affirmer avec certitude. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Numéro 7, le Kinamedzin. Bien avant l'arrivée des Espagnols au Mexique, et bien avant que les puissants citoyens de Teotihuacan ne fîent leur cité des dieux, l'endroit abritait des géants. Dans la mythologie mésoaméricaine, une race de géants connue sous le nom de Kinamedzin vivait au Mexique. Nous ne savons pas exactement quelle était leur taille, mais ils étaient plus grands que les humains de taille moyenne. Et le frère Andrés de Olmos aurait écrit dans ses chroniques que l'os d'un pied humain aurait été découvert en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle. Chaque orteil de l'appendice avait à peu près la même taille qu'une main humaine. Mais malheureusement, de Olmos n'est peut-être pas la source la plus fiable. Il a beaucoup écrit sur les géants entre 1528 et 1571. Il est donc difficile de dire s'il était obsédé ou s'il se contentait tout simplement d'écrire les faits. Le Codex Sumaraga est un texte ancien qui explique que, pour les peuples indigènes du Mexique, les géants étaient des créations des dieux, mais qu'ils ont péri comme les citoyens de l'Atlantide lors d'une très grande inondation qui aurait balayé les montagnes de Tlaxcala. Ou alors, ils ont été vaincus par un groupe de marchands qui se sont déplacés de la côte vers l'intérieur des terres et leur ont volé leur territoire. Mais il existe plusieurs mythes et légendes différentes.
mais tous affirment que les géants ont existé et qu'ils ont tous été tués. Et les meilleures estimations dont nous disposons situent la mort des géants, les Kinametsin, à 200 ans avant Jésus-Christ. Mais gardez à l'esprit qu'il n'existe aucune preuve physique de ce fait. Et c'est pourquoi les scientifiques ne peuvent pas l'expliquer. Nous disposons de témoignages et de légendes, mais il n'y a pas de fossiles humains préservés, ni de vestiges archéologiques. Il est tout à fait possible que les anciens aient essayé de comprendre les structures mégalithiques disséminées tout autour de la Mésoamérique et qu'ils aient imaginé des histoires de géants afin de donner sens à tout ce qui les entourait. Mais pour certains chercheurs, il est également possible que les géants n'étaient rien de plus que des humains normaux, mais qu'ils étaient cannibales, ce qui expliquerait pourquoi ils auraient été exterminés. Numéro 6. Le temple de Zeus olympien. L'Olympéon, ou temple de Zeus olympien, à Athènes, n'est plus aussi impressionnant aujourd'hui. Mais quelques colonnes sont encore debout, tandis que les autres jonchent le sol brisé. Mais Zeus n'est nulle part dans ce temple, en tout cas, il n'y est plus. Mais si vous avez de l'imagination, il y a 2600 ans, cet endroit était extraordinaire. C'était le plus grand temple de la Grèce antique et les gens venaient de loin pour le voir et s'extasier devant sa gloire. Il a été construit pour être une merveille du monde antique. Pisistrate était un homme politique de l'Athènes antique qui gouvernait en tyran. Et pour apaiser le peuple, mais aussi pour flatter son ego, il ordonna la construction d'un grand nombre de monuments très impressionnants. La construction du vaste temple a commencé au 6e siècle avant notre ère, vers 550 avant Jésus-Christ. Cependant, il faudra attendre près de 650 ans pour qu'il soit achevé. Et on pense que c'est l'empereur romain Hadrien qui a mis la dernière touche au temple en 132 après Jésus-Christ. Et c'est donc à lui que revient une grande partie du mérite. Les premières pierres ont été posées sur les ruines d'un sanctuaire extérieur construit par Pisistrate. Et après sa mort, le temple fut démoli et ses fils commencèrent la construction d'un nouveau temple. Celui-ci devait être colossal, un très grand temple digne du roi des dieux lui-même, Zeus. Mais la construction se heurte à une série d'obstacles lorsque le binôme à l'origine du projet est expulsé d'Athènes en 510 avant Jésus-Christ. Des tentatives d'assassinat, des triangles amoureux et toutes sortes d'autres événements font que l'achèvement du temple n'est pas une priorité. Mais le temple est resté tout de même intact pendant des années. Les Grecs estimant qu'il était impossible de construire un tel édifice monolithique. Aristote a même écrit sur le temple, le qualifiant d'exemple de tyran athénien essayant de maintenir la population occupée par la construction au lieu de se rébeller. Et puis vint le roi Antiochos IV Épiphane, dont les illusions et les délires étaient tels qu'il se prenait pour la personnification humaine de Zeus. Alors, bien sûr, un temple à sa gloire devait être extraordinaire. Il reprit donc le projet en 174 avant Jésus-Christ, commandant de grands morceaux de marbre pour les façonner dans le style corinthien. Mais il meurt cependant en 164 avant Jésus-Christ, alors que le temple est à moitié achevé. Et c'est donc l'empereur Hadrien qui l'a finalement achevé au 2e siècle de notre ère. Il est resté un lieu de culte jusqu'au 6e siècle environ. À cette époque, Zeus était tombé et le Christ était apparu comme le premier seigneur et sauveur. Et le temple a été démantelé et utilisé pour divers projets de construction. Et bien qu'il ne soit techniquement plus debout aujourd'hui, nous connaissons la majeure partie de l'histoire du temple. La seule chose que les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre, c'est sa construction. Il y avait 104 colonnes qui soutenaient la structure de 91 mètres de long. Chacune d'entre elles pesait 364 tonnes. La statue de Zeus était censée s'y trouver. Mais il n'existe pas la moindre preuve qu'elle ait été érigée à l'Olympéon. Personne ne sait ce qu'il est advenu d'elle, ni à quel point elle était massive. Mais d'après les récits historiques, elle était grande et avait été réalisée dans le même style que la statue d'Athéna au Parthénon. Il y avait également une statue massive d'Adrien, et peut-être même quelques statues d'Adrien, et qui sont à leur tour portées disparues. Numéro 5. Le rocher de Balder. Le rocher de Balder est une pierre mystérieuse qui remonte au début de l'ère viking, au 9e siècle après Jésus-Christ, mais qui pourrait tout aussi bien avoir été créée bien plus tôt, peut-être même au 7e siècle. Mais personne ne connaît la raison d'être du menhir, mais certains ont suggéré qu'il s'agissait d'un mégalithe commémoratif à la tête d'une tombe ou peut-être d'un lieu de sépulture pour une famille très puissante. La pierre dressée est vraiment énorme, s'élevant à près de 7 mètres au-dessus du sol.
et il s'agit tout simplement de la plus haute pierre de ce type en Norvège. Mais il reste inconnu de la plupart des gens. Elle se trouve derrière des roulottes en pleine campagne, à l'abri des regards et des touristes et à l'abri des archéologues modernes. La pierre tire son nom du dieu nordique Baldur, qui était le fils d'Odin et le frère de Thor. Et dans la tradition viking, Frithiof le Hardi était un guerrier intrépide qui a vécu de nombreuses aventures. Il se serait battu courageusement en tant que viking et aurait incendié le temple de Baldur. Et il devint également le roi de Ringerike en Norvège. Et la seule preuve que Frithiof ait existé provient de sagas islandaises écrites en 1300 après Jésus-Christ. Mais comme pour beaucoup d'anciens personnages vikings, il n'existe pratiquement aucune preuve physique de l'existence de Frithiof ou de la réalité de ses aventures. Toutefois, le rocher de Balder pourrait être la pierre commémorative placée sur sa tombe. Mais ça ne reste qu'une légende locale. Et malheureusement, en l'absence de preuves supplémentaires, nous ne pouvons pas dire avec certitude à qui appartenait la tombe marquée par la pierre. Numéro 4. Mécanique de la Grande Pyramide. Cela fait 4500 ans que la Grande Pyramide de Gizeh a été achevée, et les scientifiques ne peuvent toujours pas dire avec une certitude absolue comment elle a été construite. Pendant des années, les scientifiques ont essayé d'utiliser les preuves archéologiques pour comprendre la logistique de ce méga-projet. Nous savons d'après les textes historiques qu'il n'y a pas eu de travail d'esclaves, et récemment, les scientifiques ont estimé qu'il n'a fallu que 2000 travailleurs organisés pour achever le projet en une vingtaine d'années. Mais comment cela a-t-il été possible? La Grande Pyramide mesure près de 147 mètres de haut. Elle a été construite sous le règne du pharaon Khéops vers 2560 avant Jésus-Christ. Et toutes les pierres utilisées pour la construction ont été extraites d'une carrière située juste au sud de la pyramide. Mais comment une poignée d'ouvriers ont-ils pu acheminer des pierres dont ils avaient besoin à travers le désert pour construire le plus haut monument du monde sur du sable meuble? Certains experts ont émis l'hypothèse que les Égyptiens utilisaient des canaux, des voies navigables qui leur permettaient de transporter les blocs sur des bateaux directement jusqu'à la base de la pyramide. Il existe bien sûr bien d'autres théories, des plus conservatrices aux plus marginales disons. Mais il reste tout de même à savoir comment ont-ils pu transporter ces pierres à 47 mètres de hauteur sans utiliser de grue. Aujourd'hui encore, il serait extrêmement difficile de soulever une pierre de 2,5 tonnes jusqu'au sommet de la Grande Pyramide sans l'aide d'une grue. Alors, comment les anciens Égyptiens ont-ils pu accomplir cet exploit? La réponse tient peut-être dans quelque chose de très simple. Yanis Gordon faisait partie de l'équipe universitaire chargée d'étudier Atnoub, une carrière de pierre située dans le désert oriental égyptien. Yanis explique que lui et son équipe ont découvert une rampe unique flanquée de 2 paires d'escaliers dotés de trous spéciaux pour des poteaux en bois. La rampe est incroyablement raide, mais elle aurait pu être utilisée pour soulever des roches extrêmement lourdes à des hauteurs exceptionnelles à l'aide de cordes et de poteaux en bois. Les ouvriers travaillant sur ces escaliers flanquant la rampe ont utilisé un système de poulies pour soulever légèrement la pierre. Ensuite, ils l'auraient fixée à l'aide de chevilles en bois. Et cette méthode aurait théoriquement permis aux Égyptiens de soulever de très lourdes pierres utilisées dans la construction de la pyramide à des hauteurs exceptionnelles sans avoir recours à une grue. Le travail aurait été bien sûr très difficile, mais pas impossible. Mais comme vous vous en doutez, il ne s'agit encore que d'une théorie. La méthode de construction exacte des anciens Égyptiens reste un mystère non résolu que l'on espère pouvoir élucider à l'avenir. S'ils ont pu le faire, nous devrions pouvoir comprendre comment. En tout cas, en théorie. Numéro 3. La rupestre du Sego Canyon. Des milliers d'années avant notre ère, des indigènes vivant dans l'Utah ont peint des œuvres d'art extrêmement étranges sur les parois rocheuses du Sego Canyon. Cet art rupestre est situé juste à l'ouest du Colorado, sur la route 70 des États-Unis. Et au début du XXe siècle, une petite ville minière s'y est installée, mais lorsque l'exploitation a échoué, la ville a fait faillite et a été désertée. Il y a des milliers d'années, il s'est probablement passé quelque chose de très similaire. Les natifs ont peint des images fantomatiques sur les parois du canyon, puis se sont complètement volatilisés. Les archéologues pensent que 3 groupes tribaux différents vivaient dans le canyon et ont contribué à l'art rupestre. Il y avait les Outesh, les Fermentes et les Archaïques. La tribu Outesh ou Outes est celle qui a donné son nom à l'Utah.
Ils ont peint des chevaux et d'autres animaux après 1493. Et étant donné que Christophe Colomb est celui qui a amené les chevaux en Amérique, c'est la seule chronologie qui ait un sens. L'Amérique du Nord comptait des chevaux, mais ils se sont éteints il y a 10 à 12 000 ans. Ensuite, les peuples archaïques ont vécu ici dès 8 000 ans avant notre ère. Cependant, il est très difficile de retrouver leurs peintures rupestres, mais les œuvres d'art créées par les archaïques sont aussi les plus étranges. Ils ont laissé derrière eux des images de figures très bizarres, rappelant, pour certains, des représentations modernes de créatures extraterrestres. Sur les parois du canyon de Sego, on peut voir des créatures avec d'énormes orbites vides, des têtes circulaires et des corps difformes, rappelant bizarrement les dessins rupestres du désert du Tassili Nageur en Algérie. Et comme pour ce dernier, certains de ces personnages portent même ce qui semble être des casques, comme s'ils portaient des combinaisons spatiales, selon certaines théories encore une fois. Ces êtres étranges sont rejoints par des objets flottants bizarres qui émettent une sorte de rayonnement par le bas et qui, en toute honnêteté, ressemblent à des ovnis lancés dans le ciel. Les archéologues ont rejeté toute idée selon laquelle ces dessins auraient été réalisés pour représenter quelque chose de paranormal. Les experts affirment que les figures étaient des représentations de Dieu et selon eux, les objets qui ressemblent à des ovnis sont probablement des nuages de pluie d'où tombe une traînée de pluie. Mais il ne s'agit que de suppositions encore une fois, et nous ne savons vraiment pas qui étaient ces figures. Il pourrait très bien s'agir de Dieu ou bien de quelque chose de complètement différent. Numéro 2, le rocher vert. Il existe un énorme rocher vert dans l'ancienne capitale de l'Empire hittite, à Touza, située dans l'actuelle Turquie. Ce rocher vert est très beau et étrangement envoûtant, mais il est aussi très bizarre. Les habitants de la région l'appellent la pierre des vœux, et ils récitent des prières et demandent des choses en tenant leurs deux mains contre l'étrange rocher. Les archéologues s'efforcent actuellement de comprendre à quoi servait cette pierre et comment elle est arrivée sur ce site antique. Selon le professeur Andreas Schachner, la pierre pourrait être faite de serpentine ou de néphrite. Il pense également qu'elle a été utilisée comme un objet de grande importance par toutes les civilisations qui ont vécu dans la région. Et après l'anéantissement des Hittites en 1280 avant notre ère, ils signèrent un traité avec les Égyptiens et commencèrent à s'effacer dans les livres d'histoire. Mais fait très amusant, le traité de Kadesh entre l'Égypte et les Hittites est considéré comme le tout premier traité de paix écrit jamais signé. Mais malgré tout cela, nous ne savons pas grand-chose de ce peuple. Mais ce que nous savons en revanche, c'est qu'ils disposaient d'une immense puissance militaire à l'âge du bronze. Ils se sont battus pendant 2 décennies contre les pharaons égyptiens, mais n'ont jamais pu remporter une victoire certaine. Nous savons également que les Hittites disposaient de leur propre religion et qu'ils ont construit des temples dans toutes les grandes villes, en particulier dans leur capitale, à Touza, où se trouve encore aujourd'hui le rocher vert. Et cette roche exceptionnelle ne semble pas du tout à sa place au milieu des ruines sablonneuses de la ville. Le rocher est encore d'un vert éclatant, ressemblant presque à du jade poli. Elle a probablement été extraite dans les environs. Mais le fait que la roche soit là n'a rien d'extraordinaire. Mais on se demande toujours pourquoi elle n'a pas été détruite ou volée au fil des ans. C'est comme si tous les autres éléments de la civilisation avaient été détruits, mais que personne n'avait osé toucher à cette pierre d'un vert étincelant. Et ce, depuis plus de 3000 ans. On peut donc se demander si elle possède un quelconque pouvoir surnaturel et si l'on croit vraiment qu'elle renferme l'âme d'un ancien dieu comme un génie dans une bouteille. Malheureusement, nous n'aurons probablement jamais de réponse. Numéro 1. Le ciel toscan. Le 27 octobre 1954, il s'est produit en Toscane un événement que les scientifiques n'ont jamais pu expliquer. La Fiorentina jouait un match de football contre Pistoiese devant 10 000 personnes lorsqu'une chose incroyable a poussé tous les spectateurs à tourner les yeux vers le ciel. Les joueurs ont cessé de jouer, les commentateurs ont cessé de commenter et les spectateurs ont cessé d'insulter les joueurs. Tout le monde s'est tu et tous ont tourné leurs yeux vers le ciel de Toscane. Un objet volant non identifié se trouvait juste au-dessus du stade, en forme de disque, effectuant d'impossibles acrobaties dans les nuages et ne ressemblait pas du tout à un avion. Cela se passait dans les années 1950, ce qui signifie qu'aucun gouvernement n'avait créé quoi que ce soit, même en secret, qui puisse effectuer des mouvements aussi miraculeux. Et l'observation n'a pas été brève non plus.
Le spectacle extraterrestre a duré près de 15 minutes, et de nombreuses personnes présentes ce jour-là ont décrit l'OVNI comme ayant la forme d'un œuf. Tout le monde a regardé le phénomène et l'objet tourner en rond, puis disparaître aussi vite qu'il était arrivé. Au moment où il disparaissait, il a laissé échapper des paillettes argentées d'une substance étrange, comme de l'enfil de paillettes. Et selon les témoignages, les paillettes recouvraient tout, s'accrochaient aux arbres et tombaient sur le terrain de jeu. Cela fait presque 70 ans et personne n'a jamais trouvé d'explication à ce qui s'est passé. Cela fait si longtemps que la plupart des scientifiques l'attribuent aujourd'hui à une hystérie collective. Certains ont même suggéré qu'il s'agissait de soies d'araignées tombées du ciel lors d'une étrange migration d'araignées. Mais cette hypothèse est presque plus farfelue que celle des extraterrestres. Ils ne disposaient pas des technologies d'aujourd'hui, si bien que ce résidu n'a jamais été testé. Et comme ils n'avaient pas de téléphone portable, l'événement n'a pas été enregistré et mis en ligne pour que tout le monde puisse le voir. Cet événement était pourtant bien réel et 10 000 personnes en ont été témoins. Et cette nouvelle découverte faite dans le Sahara par des scientifiques pourrait tout changer. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.